négociations avancent dans le conflit social d'EDF. Les avocats des deux parties se sont rencontrés toute une journée pour tenter de régler un dernier point. La question des sanctions à l'encontre des grévistes pose toujours problème. Détail à suivre. Au lendemain de l'élection du 8e président de la 5e République, les réactions des politiques et des chefs d'État sont nombreuses. Chez nous, les sénateurs se sont également exprimés aujourd'hui. Leur déclaration dans ce journal. Et puis la plongeuse Aurore Asso était en Guyane au mois de mars. Elle était la marraine de la journée de l'eau, événement éclipsé par le mouvement social de Guyane. Mais nous avons toutefois pu la rencontrer dans le bassin du centre de Baduel. Vous le verrez dans quelques instants. Mesdames et messieurs, bonsoir. Il ne reste plus qu'un seul point bloquant, le dernier d'une longue liste de difficultés soulignées par les salariés d'EDF en grève depuis 8 semaines. Les négociations ont donc bien avancé, mais la question des sanctions à l'encontre des grévistes pose toujours problème. Selon l'UTG Éclairage, plusieurs protocoles prévoyaient jusqu'ici leur annulation. Pas cette fois, rétorque la direction. On écoute un représentant syndical interrogé par Natacha Maltaverne. Aujourd'hui, la direction nous dit, donc hier soir, qu'il ne souhaite pas écrire cet article comme il a l'habitude d'être écrit, parce qu'il présume que les actes de délinquance qu'il y a eu chez le chef de cabinet, M. Lahari, chez M. le directeur Suarez et sur les lignes de haute tension seraient probablement des actes commis par les grévistes. Sauf que, encore une fois, nous avons condamné ces actes et ces actes-là ne sont pas des actes de fait de grève. Donc, peut-être que notre directeur a visiblement l'intention de sanctionner les grévistes, d'accord? Et peut-être qu'il sait aussi, peut-être qu'il aura l'appui des services de l'État. J'espère que non. Les forces de l'ordre l'ont montré que visiblement ils étaient capables de le faire. La justice, la dernière fois, lors des assignations, on a bien vu qu'on a été jugé, condamné, alors qu'on n'avait pas reçu de convocation. Donc on se pose des questions. On sait qu'en 97, il y a eu l'affaire de la maison du procureur. On sait qu'en 2007, on a des camarades qui ont été licenciés pour des faits que jusqu'à aujourd'hui ne sont pas avérés. Donc il n'est pas possible aujourd'hui qu'un directeur puisse dire, laisser une porte, qu'il souhaite laisser une porte ouverte dans cet article pour pouvoir sanctionner les salariés, des salariés qui sont honnêtes, qui sont condamnables uniquement parce qu'ils ont fait valoir leur droit de grève. Donc c'est pas possible. L'actualité en France aujourd'hui, c'est bien sûr l'élection du 25e président de la République. Au lendemain de sa victoire, Emmanuel Macron se met en marche pour prendre les rênes du pays après plusieurs mois de campagne. Je vous propose de revenir à présent sur le premier discours du vainqueur de ce second tour. Quelque temps après l'annonce des résultats, le leader d'En Marche rejoignait la cour du Louvre où étaient rassemblés plusieurs milliers de soutiens. En voici un extrait. Ce que nous avons fait depuis tant et tant de mois n'a ni précédent, ni équivalent. Tout le monde nous disait que c'était impossible. Mais ils ne connaissaient pas la France. Merci de votre confiance. Merci du temps que vous avez donné. Merci de votre engagement à toutes et tous. Merci des risques pris par certains. Je les sais. Cette confiance, elle m'oblige. Et j'en suis désormais le dépositaire. Ne pas vous décevoir, être à la hauteur de celle-ci et porter, durant les 5 années qui viennent, l'élan qui est le vôtre, l'élan que vous représentez. Et les dirigeants de nombreux pays du monde ont adressé leurs félicitations au nouveau président français. Donald Trump, Justin Trudeau, Angela Merkel ou encore Vladimir Poutine ont salué sa large victoire. Et chez nous, les élus réagissent également à son élection. C'est le cas notamment des sénateurs Antoine Karam et Georges Patient, tous deux interrogés par Ayodele Germa. C'est vrai qu'il aura pendant un certain temps un état de grâce. Mais je n'oublie pas non plus que la Guyane vient de sortir de 5 semaines d'un mouvement très dur de grève, de manifestation, de mobilisation, et qui n'est pas, un mouvement qui n'est pas tout à fait terminé, puisque 2 dossiers sensibles perdurent, celui de la santé avec le char, celui de l'énergie avec le conflit à EDF. Nous avons remis entre les 2 tours des élections parlementaires guyanais le document d'accord pour la Guyane, signé le 21 avril avec le comité
pour la Guyane décollée, les 4 parlementaires, le président de l'association des maires, le président de la CTG. Nous ne voulons pas, nous n'accepterons pas que le document puisse disparaître ou en tous les cas soit réduit à un document qui finisse dans les archives. Nous avons demandé aux amis de M. Macron de prendre en compte le document. Ce qui a été fait publiquement, M. Macron s'est engagé. Le rôle des parlementaires, en tous les cas des 2 sénateurs que nous sommes, le collègue Patient et moi, sera d'être vigilants, attentifs et offensifs pour que le document puisse être remis sur la table et qu'il y ait une discussion pour qu'elle aboutisse. Je vous rappelle que 1 milliard a été acté, reste encore 2 milliards. Et ces 2 milliards sont bien engagés puisqu'ils ont été fléchés sur tous les domaines dans lesquels les Guyanais se sont battus pendant 5 semaines. Je veux parler de la santé, je veux parler de l'énergie, du foncier, de la sécurité et du développement économique. Il me paraissait plus utile, déjà je le dis avec insistance, c'était celui qui était le plus à même de barrer la route à François Fillon et Marine Le Pen. Et par la suite, à travers l'évolution de son programme, parce que son programme au départ ne me plaisait pas du tout, il ne prévoyait qu'1 milliard pour les 11 outre-mer, alors que nous nous battions pour avoir un plan d'urgence dans un premier temps avec 3 milliards. Donc à ces militants en Guyane, chaque fois je leur disais, écoutez, parce que moi quand même, je défendais le pacte d'avenir qui prévoyait davantage, je leur disais, écoutez, faites la comparaison. Bon, par la suite, il a évolué, il a confirmé, lors d'un entretien qu'il a eu concernant les Outre-mer, qu'il respecterait le plan d'urgence et qu'il mènerait des assises dans tous les Outre-mer et notamment en Guyane. À partir de ce moment, j'ai considéré que c'était le candidat que je devais soutenir. L'autre candidate, Marine Le Pen, avait laissé entendre qu'il n'était pas question qu'elle suive les Guyanais dans leur demande de plan d'urgence supplémentaire de 2 milliards. Donc le choix est devenu un choix de raison. Maintenant, il nous appartient, comme je vous l'ai dit, tout semble lui réussir. Il faut qu'il réussisse son quinquennat et qu'il réussisse également. Et vous le savez, le jour du scrutin était fixé au 6 mai pour 6 territoires ultramarins et les Français de l'étranger. Comme nous, c'est donc samedi que nos voisins martiniquais glissaient leur bulletin dans l'urne. Si près de 50% des électeurs ont choisi de ne pas voter, certains n'ont pas laissé les conditions leur en empêcher. C'est le cas de Noël et Thierry, tous 2 en situation de handicap. Ils ont été soigneusement accompagnés jusqu'à l'isoloir. Reportage Anaïs Gall. Sur le chemin des urnes, Thierry a le pas prudent. Si comme toujours sa sœur l'accompagne au bureau de vote, il est bien décidé à tester le dispositif d'accompagnement mis en place dans ce bureau Foyalais. Voir si dans la notification qu'ils ont mis pour toutes les mairies, il y a quelqu'un qui s'occupe des déficients visuels, des personnes déficientes visuelles et savoir comment ça se passe. Déficient visuel depuis 20 ans, Thierry est aujourd'hui quasiment aveugle. J'avance. Une situation avec laquelle il a appris à vivre, mais qui s'avère malgré tout handicapante pour effectuer son geste citoyen. Voilà, vous avez un sac poubelle ici et une petite tablette là. D'accord, ok, je vous remercie. Escorté jusque dans l'isoloir, Thierry est ensuite laissé seul avec ses bulletins. L'agent municipal est obligé de quitter la cabine au moment du choix. Un procédé que Thierry ne juge pas forcément très pratique. Là, il n'y avait que 2 feuillets, ça pouvait aller, mais avec plus de 5 feuillets, ça devient plus compliqué, quoi. Quelques instants plus tard, Thierry finalise son vote. À voter. Vous allez manger? Oui, pas de problème. Avant de rejoindre sa sœur qui a tout observé. Il faudrait que ça soit plus spontané. Quand il arrive, qu'il y ait quelqu'un de dédié, parce qu'il y a les personnes handicapées, il y a les personnes malvoyantes, il y a les grandes personnes, et qu'il aurait fallu qu'il y ait quelqu'un qui arrive, je vous aide, je vous emmène, alors que là, il a été obligé quand même de dire bonjour 2 fois, et voilà quoi. Quelques kilomètres plus au nord, Noël aussi vient remplir son devoir électoral. Sur le parking, les emplacements réservés aux personnes à mobilité réduite sont occupés. Heureusement pour lui, une place se libère juste en face du bureau. Comme les gens ne respectent pas, donc c'est toujours la croix et la bannière pour trouver des places, quoi. C'est dommage que les gens ne veulent pas respecter. Maintenant, on sait qu'il y a beaucoup de personnes en situation de handicap et
qu'elles aussi on doit avoir des accès au quotidien, comme là, faire son devoir de citoyen d'aller voter, quoi. Pour ce Carbessien paraplégique depuis plus de 20 ans, hors de question que le handicap soit un obstacle aujourd'hui. Le bureau de sa commune a prévu certains aménagements. Un isoloir assez large et ils ont mis des petites rampes amovibles pour que les personnes en situation de handicap PMR puissent rentrer à l'intérieur du bureau de vote. Nous avons constaté que parfois il y a de grosses difficultés. Donc nous avons fait cet aménagement comme nous avons l'occasion de le faire dans la commune, notamment au niveau des services administratifs. Adapter les locaux pour permettre un vote universel, un projet qui n'en est encore qu'à ses débuts sur notre île. Ces derniers mois, l'Association pour les adultes et jeunes handicapés de Martinique a sillonné les communes pour sensibiliser à la cause. Les mairies qui ont plus de 5000 habitants en Martinique, comme sur tout le territoire français, ont des obligations en matière d'accessibilité. Nous, notre association, notre credo, c'est que toutes les personnes en situation de handicap sont des citoyens comme les autres, et donc ça s'exerce en particulier au moment du vote. Ils participent à la vie publique. Aujourd'hui, Thierry et Noël aimeraient servir d'exemple en Martinique. Sur notre île, 17% de la population est en situation de handicap. C'est sans doute l'image du jour. Le futur et l'actuel président de la République participant ensemble aux commémorations du 8 mai 1945. Ce matin, chez nous, une cérémonie militaire a également eu lieu pour marquer cette date de fin de la Seconde Guerre mondiale. Comme le veut la tradition, une gerbe a été déposée au pied du monument aux morts de la place du Coq à Cayenne. Natacha Maltaverni était. C'est sous un temps pluvieux que les autorités civiles et militaires ont commémoré ce matin le 72e anniversaire de la victoire des Alliés sur l'Allemagne nazie. La Seconde Guerre mondiale aurait été la plus meurtrière de l'humanité, avec plus de 60 millions de tués, des déportations massives et l'horreur des camps d'extermination. Une histoire qui doit être transmise à la jeune génération. Il faut sensibiliser la nouvelle génération, tous les jeunes qui viennent, il faut leur expliquer et leur dire que nous avons payé un lourd tribut pour cette liberté qu'on a ce jour. 3 jeunes enfants assistaient d'ailleurs pour la première fois à une telle cérémonie. Ils ont déposé la traditionnelle gerbe au pied du monument aux morts aux côtés du préfet. J'ai déposé un bouquet de fleurs pour commémorer la mort des gens qui étaient allés à la guerre. Pour pas les oublier. Le 8 mai 1945 sonne la fin de la Seconde Guerre mondiale et les prémices de la construction européenne. C'est le début aussi d'une Europe en paix. C'est le début d'une Europe qui pense qu'elle peut surmonter ses divisions en ayant un dessein commun. Et cette Europe s'est construite par plusieurs étapes. D'abord 6 pays, puis ensuite ça s'est élargi. Et notamment après la chute du mur de Berlin, un certain nombre de pays de l'Est ont été intégrés. Et quand on y pense, finalement, tous ces pays, à un moment ou à un autre, ont été concernés par la guerre. Je pense que c'est ce qui est important. Un devoir de mémoire nécessaire pour une construction durable de la paix. Tout autre chose, ingénieur agronome de formation, originaire de Nice, Aurore Asso est surtout championne d'apnée, discipline qu'elle pratique depuis l'âge de 14 ans et dont elle deviendra plus tard vice-championne du monde. Le 22 mars dernier, la plongeuse était la marraine de la journée de l'eau en Guyane. C'est à cette occasion que Jonathan Lariot l'a rencontrée au centre aquatique de Baduel. Regardez son reportage. À l'extérieur du bassin, rien ne semble indiquer une quelconque présence. Aujourd'hui, l'activité est plus sous-marine et c'est avec une rare élégance qu'Aurore Asso, vice-championne du monde d'apnée, s'entraîne dans les fonds du bassin. Pour Aurore, l'eau est un peu comme sa deuxième maison. Immerger son expérience dans cet élément qu'elle connaît si bien est très différente du nageur lambda. Tout prend une autre dimension. On n'est pas fait pour vivre dans l'eau. On est vraiment des passagers clandestins. On peut rester qu'un temps limité. Mais en revanche, ça décuple les sensations parce qu'on contemple l'eau de façon plus intense et on ressent l'eau, la glisse, toutes ces choses de façon beaucoup plus forte que si on était avec des bouteilles et beaucoup de matériel. Le fait que ce soit juste le corps dans l'eau, il y a un grand sentiment de liberté et on ressent vraiment l'eau sur le corps. Et oui, du coup, on a l'impression de faire partie de cet environnement, même si on n'y reste pas longtemps. Pour cette multiple record woman,
L'apnée est aujourd'hui, en plus de sa passion, son gagne-pain. Plonger dans l'eau sans bouteille, gérer sa respiration et simplement se laisser porter par l'élément marin. Tant de sensations qui l'ont attiré dès son plus jeune âge. J'avais une attirance très très forte pour le bleu, pour les profondeurs déjà, mais je ne pouvais pas y aller quand j'étais enfant. Quand j'étais ado, il y a eu un championnat du monde d'apnée qui a été organisé à Nice par Claude Chapuis, qui plus tard est devenu mon mentor. Moi j'y suis allée en spectatrice, très étonnée, émerveillée un peu par tout cet univers. Et voilà, j'ai plus jamais quitté l'école de Nice d'apnée et j'ai continué de m'entraîner dans la rade de Villefranche. Aujourd'hui, Aurore est aussi réalisatrice de documentaires. À travers toutes ces compétitions, elle a exploré bon nombre d'écosystèmes de rêve où elle a aussi plongé. Les images saisies lors de ces moments privilégiés ont forgé sa réflexion sur son rapport vis-à-vis de l'élément marin. La vie vient de l'eau. Les enfants, à partir de 3-4 mois, ils ont un réflexe d'immersion, ils peuvent faire de l'apnée. Et nous, on est bipèdes terrestres, mais quand on fait de l'apnée, quelque part on revient dans l'eau, on retourne dans l'eau. Et on se rend compte finalement comment les mammifères qui sont retournés dans l'eau il y a des millions d'années, ils ont trouvé leurs adaptations. Et en apnée, on cherche ça pour aller plus loin, plus profond. La mission d'Aurore, faire connaître sa discipline, mais surtout sensibiliser la population à la préservation des écosystèmes marins, pour que demain, quiconque s'aventure dans les profondeurs puisse profiter des merveilles qui sont encore à découvrir. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Avant de se quitter, je vous rappelle les principaux titres à développer ce soir. Les négociations avancent dans le conflit social d'EDF. Les avocats des deux parties se sont rencontrés toute une journée pour tenter de parvenir à un protocole d'accord. Mais un dernier point pose problème, la question des sanctions à l'encontre des grévistes. Au lendemain de l'élection du 8e président de la 5e République, les réactions des politiques et chefs d'État sont nombreuses. Chez nous, les sénateurs Antoine Karam et Georges Patient se sont également exprimés aujourd'hui. Et puis, vous venez de le voir, la plongeuse Aurore Asso était en Guyane au mois de mars. Elle était marraine de la journée de l'eau, événement éclipsé bien sûr par le mouvement de Guyane. Nous avons toutefois pu la rencontrer dans le bassin du centre aquatique de Baduel. Tout de suite, l'information nationale avec le journal de nos confrères de TF1. Ce sera juste après la météo. Excellente soirée à vous. Rendez-vous demain. Je vais appeler la...